Salut à mes bidouilleurs et bidouilleuses, ceci est le second épisode de ma série sur la modélisation 3D. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille d'aller voir le premier épisode. C'est bon? C'est fait? Alors c'est parti pour la modélisation 3D paramétrique. Le principe de base est très simple, l'idée est de partir d'une forme en 2D que l'on nommera esquisse. C'est une succession de tracés qui ressemble à un plan mécanique classique. Tout le truc sera d'avoir un ou des contours fermés, ce qui nous permettra d'obtenir une ou des faces. Une fois l'esquisse terminée, on va extruder les faces pour donner de l'épaisseur. Et pouf, vous avez un objet 3D. Dit comme ça ne diffère pas tellement de la modélisation 3D polygonale. On a des faces, on les extrude, ça donne un volume, mais ce n'est qu'apparence. Le plus important à comprendre, c'est que la modélisation 3D paramétrique consiste à attribuer des paramètres à un modèle. Pour un cube, on gardera l'esquisse de base qui est un carré, donc deux côtés de longueur égale, et la valeur de l'extrusion qui sera identique. Et en faisant varier un de ces paramètres ou la totalité, je vais varier la dimension du cube. Si je pars sur quelque chose de plus complexe, je vais d'abord créer un volume à partir d'une esquisse que je vais paramétrer, et je vais ensuite créer une autre esquisse sur une des faces. Avec le jeu des extrusions, je vais pouvoir faire des trous, des excroissances, pour arriver à ma pièce finale. Et je pourrai revenir dessus à n'importe quel moment, je pourrai les effacer, les dupliquer, les modifier, tout au long de ma conception. Ma forme est le fruit d'une suite de fonctions, appliquées à partir d'une ou plusieurs esquisses. Si je change les paramètres des esquisses ou des fonctions, ma forme changera. L'ordinateur ne manipule pas des faces, des droites et des points. Il génère un volume en suivant le processus qu'on lui a indiqué. Processus qu'on retrouve visuellement sous la forme d'un arbre de construction. Cela a pour effet d'avoir une précision théoriquement infinie. On le voit sur les cercles ou les courbes qui sont recalculés au fur et à mesure qu'on zoome dessus, sans jamais voir de succession de droites, comme c'est le cas du polygonal. J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi le paramétrique est utilisé en CAO, parce que c'est putain de génial! J'ai une petite précision à apporter à ce point de la vidéo. Le paramétrique peut prendre différentes formes, par exemple les primitives dans Blender sont paramétriques. Quand on insère une primitive, une fenêtre nous permet de changer ses paramètres, la taille, le nombre de faces, etc. La différence avec le paramétrique décrit ici, c'est qu'on perd cette fonction une fois qu'on commence à modifier la primitive. C'est seulement au moment de la génération du modèle qu'il est possible de figer certains paramètres choisis. On n'a donc pas d'arbre de construction. Mais vous allez me dire, pour ce qui est des modificateurs, les modificateurs sont agencés dans ce qui peut ressembler à un arbre de construction, mais là aussi c'est pas pareil. Les modificateurs, comme le nom l'indique, modifient une forme polygonale existante. Alors que dans le cas qui nous intéresse ici, les fonctions génèrent la forme. Mais vous allez voir plus loin des fonctions qui ressemblent aux modificateurs. Alors what the fuck? Cette émission serait-elle une arnaque visant à vous faire voter un candidat précis aux prochaines élections? Bon, déjà je ne sais pas où vous allez chercher tout ça. Ensuite, souvenez-vous de ce que j'ai dit au début du premier épisode. Mais dites-vous que c'est rarement le cas. Les bons logiciels intègrent plusieurs paradigmes, voire les mixent entre eux quand c'est possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Le paramétrique offre la possibilité de créer des volumes extrêmement précis et entièrement modifiables. Voyons les différentes fonctions de base. On part donc d'une esquisse en 2D, qu'on peut aussi faire en 3D, mais bon ça c'est quand on commence à maîtriser un peu. L'outil d'esquisse dispose d'outils de dessin, cercle, courbe, ligne droite, rectangle, etc. En général, on commence par dessiner la forme de base, ensuite on lui donne les dimensions qu'elle doit avoir avec l'outil de cotation. Cet outil, c'est la base du paramétrique, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir donner des paramètres à des éléments. Par exemple, cette droite est à 30 mm de cette droite, ce cercle est à 5 mm de cet autre cercle, etc. L'autre outil à prendre en compte, c'est le générateur d'inférence que nous avons vu dans l'épisode précédent. En paramétrique, il a une importance à mon sens plus poussée. Par exemple, si je veux créer une droite perpendiculaire à celle-ci en partant de son milieu, le générateur va faire le boulot en m'indiquant le centre et la perpendiculaire. Ici aussi, la puissance du moteur d'inférence est très importante pour juger de la qualité d'un modeleur paramétrique. Les outils d'esquisse sont nombreux, on peut décaler une droite pour créer une épaisseur, dupliquer une forme en ligne ou en cercle, travailler en miroir, etc., etc. Une fois notre esquisse terminée, on peut créer le volume. La première fonction est très simple, vous la connaissez, c'est l'extrusion. On retrouve aussi l'extrusion le long d'une ligne, la révolution et d'autres plus ou moins complexes. Sur un volume, on peut créer d'autres esquisses pour poursuivre la modélisation. Une esquisse peut être posée sur une face d'un objet extrudé, mais aussi sur un plan de référence. Imaginez une vitre invisible que l'on peut positionner précisément dans l'espace sur laquelle on dessine l'esquisse. On pourra ensuite appliquer des extrusions, par exemple. On peut aussi faire des opérations directement sur un volume. On a déjà vu ça avec les modificateurs dans l'épisode précédent. Ici, la logique est à peu près la même, sauf qu'on trouve des fonctions plus adaptées à la CAO. On retrouve le classique congé ou chanfrein, mais aussi la possibilité de creuser un volume, de le couper selon un profil défini, ou encore des assistants de perçage qui vont adapter un trou
trous à un filetage normalisé. Ça c'est pour les fonctions de base qui sont largement utilisées, mais on trouve des choses plus tordues. La fonction déformer par exemple, qui permet de déformer selon une courbe un volume complexe, conçu à partir de nombreuses fonctions. Il faut aussi noter des fonctions directement liées aux techniques de fabrication dans l'industrie, comme la déformation d'une pièce par emboutissage, la tôlerie qui dispose de ses propres outils, ou le rajout de cordons de soudure. L'ensemble des extrusions, des esquisses, des modifications seront présentes sur l'arbre de construction. Et ça c'est génial. Cet arbre est construit dans l'ordre chronologique, comme un historique, mais en beaucoup plus puissant, vu qu'on peut intervenir sur les premiers éléments, ce qui affectera automatiquement la suite. C'est quand même au risque de faire des erreurs, le logiciel n'est pas magique non plus. Cet arbre signifie aussi que quand on obtient les sources d'un modèle 3D paramétrique, on peut aller voir comment il a été conçu en étudiant l'arbre de construction. C'est quelque chose que je vous conseille pour mieux comprendre comment sont modélisées les pièces complexes. Le paramétrique devient vite complexe pour les pièces biscornues. Modéliser une forme organique avec cette méthode est un mauvais calcul, surtout si vous débutez. C'est pourquoi il est bien adapté aux formes mécaniques, qui sont en général assez basiques. Par basique, j'entends qu'on travaille sur des faces planes ou dépliées avec peu de détails comparé à un rocher ou une main par exemple. Il ne faut pas oublier que le but final est la fabrication, mais la plus grosse difficulté est sans doute de bien paramétrer son volume pour éviter les conflits. On peut très vite faire des erreurs en surcontraignant une esquisse. Si je cote les deux côtés de ce rectangle, tout va bien, mais si je rajoute une cotation sur un troisième côté, une erreur apparaît. Alors là, ça peut paraître évident, on essaye de modifier une longueur qui est déjà fixée par les deux autres. Mais quand on construit quelque chose de plus complexe, ça peut vite devenir le bordel. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la manière dont on va construire son modèle. La règle d'or à respecter, et qui vaut pour n'importe quel autre domaine en informatique, faites simple. Allez à l'essentiel, concevez simple, efficace. Vous voulez faire une pièce symétrique? Faites un côté et dupliquez-le à l'aide de l'outil miroir. Faites un plan à la main, réfléchissez au minimum de paramètres nécessaires pour obtenir votre résultat. Moins vous aurez de paramètres, moins vous aurez de chances de faire une erreur. Maintenant qu'on a abordé la création de volumes paramétriques, il nous reste un élément essentiel propre à la CAO, l'assemblage. L'assemblage consiste à lier des volumes entre eux pour construire virtuellement l'objet final. Phase indispensable quand on conçoit quelque chose de plus complexe qu'une boîte. Les fonctions d'assemblage de base changent en fonction du logiciel. Sur Fusion 360, on va trouver la possibilité de faire des liaisons rigides, des pivots, des liaisons sphériques ou encore des liaisons planes. Chaque liaison autorise certains degrés de liberté, ou contraint certains degrés de liberté, c'est comme vous voulez. Parmi les nombreuses possibilités, on peut contraindre un axe le long d'un tube, deux faces qui glissent l'une sur l'autre, ou créer une rotule. Et comme d'habitude, il existe des liaisons plus complexes, comme par exemple créer des poulies ou des engrenages, avec les rapports de transmission qui vont avec, etc., etc., etc. La phase d'assemblage est primordiale, parce que c'est là qu'on va pouvoir vérifier que tout s'imbrique bien et que tout tourne bien. Particulièrement pratique dans le cas d'assemblage mécanique, on va aussi pouvoir télécharger des pièces pour les rajouter dans l'assemblage. Pourquoi s'embêter à modéliser des pièces courantes, alors qu'on les trouve directement modélisées en 3D dans les catalogues fournisseurs? J'ai mis des liens en description, toi qui viens d'écarquiller les yeux de surprise, alors que ça fait 3 jours que tu modélises des profils ALU. Un assemblage peut vite devenir complexe, ça peut aller d'une lampe articulée à une voiture, voire à toute une installation industrielle. Mais attention à ne pas faire d'erreur. Rien que ce bruit-là. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent. En plus de vérifier si les pièces s'assemblent bien entre elles, on peut partir d'un assemblage pour faire de la simulation. Par exemple, les forces exercées sur la structure d'une table. La simulation peut être appliquée sur une pièce ou un assemblage en fonction du type de liaison, de la taille, du volume et des points qu'on aura déterminés comme fixes. On va pouvoir appliquer des vecteurs de force. C'est assez costaud et dans l'industrie, c'est vraiment un domaine à part. Bref, avec la modélisation paramétrique, on conçoit des modèles dimensionnés, composés de pièces liées entre elles, ce qui permet de simuler la mécanique, l'encombrement, les déformations ou d'autres choses avant de passer à la réalisation. Pour l'impression 3D par exemple, il suffira d'exporter les pièces en format STL. Le logiciel dispose d'un algorithme qui génère un maillage à partir du volume. Et si on suit la logique, avec le fichier STL, on peut faire un rendu photoréaliste dans Blender. Oui, tout est lié. Et ne me parle pas de l'outil de rendu de SolidWorks, c'est de la merde. Grosso modo, vous allez enregistrer votre assemblage et tous les volumes dans un fichier propriétaire qui est lié au logiciel. Je dis propriétaire car il n'existe pas vraiment de format libre universel en CAO. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de FreeCAD. Dans un épisode à part qui parlera de ce logiciel et des formats d'échange. Je peux juste vous dire que FreeCAD est le seul logiciel libre de CAO qui tient à peu près la route. Et que si vous voulez le tester, allez-y. C'est libre, donc pourquoi s'en priver? Que dire en conclusion? Pour modéliser des objets, on prend du polygonal, on prend du paramétrique? Eh ben, je vais faire la réponse qui s'impose. Les deux.
Du côté du polygonal, on retrouvera un outil plus permissif, plus souple et moins prise de tête par certains côtés. Pour Blender, je m'y suis mis récemment et je découvre petit à petit la profondeur de la chose. Il est extrêmement pratique pour faire des retouches d'un scan 3D, d'un fichier STL et faire des mises en situation. L'outil de rendu, même utilisé à 10% de ses capacités, permet de faire des choses super intéressantes pour présenter un projet. Il est difficile d'accès, mais ça vaut le coup. Le polygonal est propice à l'improvisation, au coup de crayon, à l'artistique. Pour le paramétrique, c'est un outil qui ne laisse pas de place à l'improvisation. Il est conçu pour tous les objets ayant des paramètres précis qu'on veut faire varier. On peut créer des objets avec des tonnes de paramètres, mais la difficulté de conception sera croissante, chose qui n'arrive pas avec le polygonal. On reconnaît dans les logiciels paramétriques la rigueur et le contrôle de l'ingénieur. Je vous conseille de découvrir ou de redonner une chance à FreeCAD et de revenir à chaque nouvelle version. Si cela ne vous suffit pas, le seul logiciel de CAO gratuit qui fait le job est Fusion 360. Vous pouvez aussi tester Onshape, mais il est extrêmement limité dans sa version gratuite. Enfin, je n'ai pas parlé des logiciels qui ont le cul entre deux chaises, comme Rhino 3D, qui sont des logiciels utilisés par des architectes ou des designers, qui eux aussi ont le cul entre deux chaises, entre rigueur technique et créativité. Ce sont des logiciels basés sur les NURBS, permettant de faire des faces qui ne sont pas des polygones, c'est-à-dire une succession de droites, mais vraiment des courbes. Cette technique permet d'obtenir des formes biscornues tout en restant précis. Fusion 360, avec le mode Sculpt, propose quelque chose de similaire. Mais ce sera un sujet d'un autre épisode pour la modélisation 3D, parce que là, je pense que j'ai bien chargé la barque. Pour résumer ces deux épisodes, je citerai un dicton qui, à mon avis, est de circonstance. Pour celui qui ne possède qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Allez, salut! Ah, vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est super cool. Donc, 3 autres épisodes vont sortir sur la modélisation 3D, un épisode sur FreeCAD et les formats de fichiers qui sortira en aparté de celui-ci, il faut que je prenne le temps de le monter, et 2 autres épisodes qui termineront ma série sur la modélisation 3D. Alors, ces 2 autres épisodes, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir, sûrement dans pas mal de temps, parce que j'ai pas mal de boulot à faire pour les préparer. Donc, vous inquiétez pas, il y a d'autres épisodes qui vont sortir qui n'ont rien à voir avec la modélisation 3D, des épisodes de Monsieur Bidouille classiques, mais dites-vous bien qu'un jour, cette série sur la modélisation 3D sera terminée par 2 autres épisodes, donc un qui parlera des logiciels de type... putain, j'ai oublié... Un épisode qui parlera des logiciels type Rhino 3D, et un autre logiciel qui parlera de la modélisation 3D paramétrique ou générative. Voilà, mais donc ça devrait terminer la série. En attendant, je vous dis à une prochaine.